le siècle des Lumières, quand les découvertes scientifiques mènent à un re-questionnement au niveau de la philosophie. Bonjour, chers amateurs d'histoire. Alors, on a vu précédemment à quel point les 17e et 18e siècles avaient été des siècles privilégiés dans le développement de la science et le développement également des techniques. Or, cette science qui avance rapidement va avoir des répercussions importantes dans le développement de la pensée moderne. Alors, le 18e siècle est considéré comme le siècle des Lumières. On parle ici des Lumières de la raison qui se substituent aux prétendues ténèbres des siècles précédents. Alors, ces nouvelles idées seront particulièrement véhiculées par la bourgeoisie qui est devenue consciente d'elle-même en tant que classe grâce à son bien-être, grâce à son intelligence. Alors, selon le philosophe Kant, le siècle des Lumières est celui où l'être humain arrive à l'âge adulte. Et selon les grands esprits de cette époque, la raison, l'éveil de l'esprit critique, la liberté spirituelle et la liberté religieuse allaient permettre de vaincre des vieux démons de l'humanité, c'est-à-dire la tradition qui peut être bonne parfois, mais qui parfois empêche d'avancer plus loin, de se re-questionner. Et donc, cette liberté allait vaincre également les dogmes, toutes ces affirmations de l'Église ou de la science qu'on ne pouvait contester. Donc, l'éveil de l'esprit critique allait permettre de renverser ces dogmes. Et d'autre part, ce progrès scientifique, selon les savants de l'époque, allait permettre de diminuer l'autorité de l'État et de l'Église, alors qu'ils se comportaient souvent en monarque absolu, en dirigeant des pensées. Alors donc, on voulait réduire l'impact de ces grandes puissances pour faire place à un esprit davantage critique. Et on croyait que l'éducation et l'éveil de l'esprit critique allaient aussi permettre de réduire les préjugés moraux et les préjugés sociaux. Alors donc, les savants de cette époque-là croyaient que l'éducation naturelle garantissait le progrès et allait provoquer une fraternisation de l'humanité. Évidemment, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'on a été déçus par la suite, même si certains progrès ont été possibles grâce à tout ça. Néanmoins, il y aura une évolution importante au cours du 18e siècle dans la façon de penser de l'être humain occidental. Et cette pensée, on peut la trouver à travers de nombreux auteurs du 18e siècle. On ne pourra pas tous les nommer, mais on va voir certains d'entre eux qui sont particulièrement emblématiques, qui représentent à eux seuls l'évolution essentielle de la pensée occidentale moderne. Parmi les penseurs représentatifs du 18e siècle, du siècle des Lumières, on ne peut passer sous silence le philosophe anglais Thomas Hobbes. Alors, Thomas Hobbes est un philosophe hardi, adepte des mathématiques nouvelles et de la science, donc un aspirant scientifique qui, afin de se faire une idée de l'homme tel qu'il est et non tel qu'il devrait être, finit par remplacer le spiritualisme religieux par une conception matérialiste de l'homme et du monde. Alors, autrement dit, il essaye de voir l'homme tel qu'il est à travers ce qu'en dit la science. Donc, Thomas Hobbes, qui se réclame d'une position scientifique, constate qu'à l'état naturel, la vie de l'homme est solitaire, pauvre, brutale et brève. Et c'est pour s'en sortir, selon lui, que les hommes ont fini par accepter de se soumettre à un souverain puissant qu'il surnomme le Léviathan. Et de ce fait, reconnaissant des origines et non pas divines, mais plutôt humaines au concept de la royauté, il rejette la monarchie de droit divin, en démontrant que les gouvernements avaient été constitués à l'origine par des hommes pour réaliser leurs besoins naturels d'hommes. Alors, l'attitude de Thomas Hobbes est très représentative de son époque, où est-ce que, à la lumière de la science, à la lumière des découvertes, de l'observation des différentes cultures humaines, il en vient avoir une vision plus scientifique de l'homme au lieu d'en avoir une conception magnifiée par la religion, par une conception divine. Un autre philosophe emblématique de cette époque est le fameux Baruch Spinoza. Alors, Baruch Spinoza, un philosophe hollandais qui était à l'origine polisseur de verre, un membre de la communauté juive, mais éventuellement exclu de sa communauté pour ses positions rationalistes. Donc, Spinoza, à travers ses écrits, notamment son ouvrage intitulé L'Éthique,
il rejette la croyance traditionnelle au surnaturel. Alors pour lui, Dieu et la nature ne sont qu'un. Alors pour lui, Dieu se résume à la nature. Et donc Dieu est la somme de tout ce qui existe, y compris l'être humain, y compris la nature. Et de ce fait, Dieu n'a pas de personnalité aux yeux de Spinoza. Et en conclusion, il nie que la Bible soit d'inspiration divine. La Bible a été nécessairement écrite par des humains. Et donc, il rejette toute autorité de la Bible ou de toute autorité religieuse. Alors, il critique le gouvernement qui restreint la liberté de penser. Dans le fond, quand on reprend son argumentaire, alors si la Bible a été écrite non pas par Dieu, mais par des humains, parce que Dieu ne se mêle pas des affaires des humains, Dieu n'a pas de personnalité, Dieu c'est la nature. Alors, selon Spinoza, à partir de ce moment-là, on peut critiquer la Bible et on peut critiquer ceux qui la mettent de l'avant. Et de tout cela découle la liberté de penser, qui est un concept fondamental dans la pensée moderne occidentale. Comment parler du 18e siècle, du siècle des Lumières, sans évoquer Montesquieu? Qui était Montesquieu? C'était un penseur et philosophe français de famille aristocrate. Alors, son œuvre majeure, L'Esprit des lois, est le résultat d'un travail de 20 ans qu'il a élaboré à travers de nombreux voyages. Alors, dans L'Esprit des lois, il examine les différents aspects de la société et du gouvernement en insistant sur le fait que les différentes formes de gouvernement varient selon les circonstances et même parfois le climat. Donc, inspiré par ce qu'il a vu en Angleterre, grand admirateur qu'il était du système anglais, il recommande particulièrement la séparation des trois principaux pouvoirs de l'État, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et il penche davantage vers une monarchie parlementaire aristocratique plutôt que vers une monarchie absolue. Alors cette séparation des pouvoirs évoquée et théorisée par Montesquieu jouera un rôle majeur par la suite dans la conception de l'État et de ce qu'il doit être. Et finissons ce parcours des différents auteurs majeurs du siècle des Lumières avec Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, un écrivain francophone né à Genève. Alors, il avait collaboré dans sa vie à l'encyclopédie dont je parlais précédemment. D'autre part, il est l'auteur de nombreux ouvrages, nombreux discours qui vont attirer l'attention sur lui, sur la rigueur de ses analyses. Alors, dans son discours sur l'inégalité, il va considérer que la société et la civilisation ont une influence néfaste sur l'homme. Alors, c'est le mythe, selon lui, du bon sauvage, c'est-à-dire que l'être humain, à l'état de nature, est fondamentalement bon et que c'est la nature qui le pervertit. De nos jours, on remet un peu en question ce qu'il nous dit ici. Néanmoins, ça va donner lieu à certains points de vue qui sont extrêmement intéressants. C'est que, selon lui, c'est la société qui a supprimé l'égalité entre les hommes. Et dans son ouvrage majeur, Le contrat social, il développe l'idée que les hommes pouvaient être égaux devant la loi, mais à la condition de la faire eux-mêmes. Bref, il affirme que les hommes ne pouvaient trouver l'égalité que dans la démocratie. On comprend alors pourquoi Jean-Jacques Rousseau est un auteur majeur de l'époque moderne. Selon lui, tout le monde a le droit de vivre comme il l'entend, de se développer selon ses capacités et de chercher le bonheur. Et donc, le meilleur système politique, selon lui, ne peut être que celui qui garantit ses droits fondamentaux. Alors, qu'est-ce qui ressort de tous ces auteurs du 18e siècle, donc du siècle des Lumières? C'est que tous ces auteurs, ces savants, se basent sur les découvertes de leur époque, les découvertes de la science moderne. Tout ça pour en arriver à une approche rationaliste de la pensée humaine, remettant par le fait même en question des vieilles pensées héritées du Moyen Âge ou de l'Antiquité, et pour se diriger vers les aspirations actuelles de l'être occidental moderne, c'est-à-dire la liberté face à un gouvernement qui ne doit pas être oppressant. Donc, cette remise en question de la monarchie du droit divin, cette liberté de penser, cette liberté d'opinion qui est si chère à l'Occident, avec aussi cette possibilité, cette aspiration des êtres humains à faire eux-mêmes leurs lois à travers un processus plus inclusif comme la démocratie. Alors, c'est au cours du siècle des Lumières que va s'élaborer les bases et les fondements de la pensée occidentale moderne.